Bonsoir à toutes et à tous et bonne année à chacun d'entre vous. C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur ATV dans les titres ce soir. Un collectif de citoyens a érigé des barrages pour dénoncer l'échouement massif des sargasses. La circulation a été fortement perturbée ce matin au Robert. Des automobilistes sont restés bloqués sur plusieurs axes majeurs. On en parle dès le début de cette édition. Après les fêtes, nombreux sont ceux qui veulent bien démarrer 2026. Sport, bonne résolution, alimentation, chacun cherche sa routine pour se sentir mieux. Alors comment rester en forme et garder le cap ? On en parle également dans ce journal. Si vous êtes passé par le Robert aujourd'hui, vous avez certainement fait partie des nombreux automobilistes coincés. Ce matin, la circulation a été fortement perturbée dans la commune. Un collectif de citoyens a érigé plusieurs barrages sur plusieurs axes majeurs. Une mobilisation pour dénoncer l'échouement massif et récurrent des sargasses sur le littoral. Un reportage de Sandrine Claude. Au Robert, la RN1 complètement déserte. Une scène inhabituelle pour un jour de rentrée. Depuis très tôt ce matin, un barrage a été installé sur cet axe principal par un collectif de citoyens. À l'origine de la colère, l'échouement massif et répété de sargasses sur les côtes robertines. Il pointe du doigt ce qu'il qualifie d'inaction de la part des autorités. Bien sûr, ça ne nous plaît pas de déranger les automobilistes et le Martiniquais qui va travailler. Malheureusement, c'est l'un des seuls moyens, en tout cas le seul moyen que nous ayons trouvé pour obtenir une plateforme. C'est dommage que ça passe par là parce que ça fait un moment qu'on interpelle les différentes autorités afin qu'on se mette d'accord sur un plan d'action. Et pour l'instant, il n'y a pas de réponse suffisante. Une situation qui a trop duré. Cette habitante de Pont-Aléry, l'un des quartiers les plus fortement impactés, nous montre ses pièces de monnaie noircies par les émanations dégagées par les algues. Nous sommes en grande souffrance parce que effectivement, c'est pas de notre faute que si on habite au bord de la mer. Nous demandons aussi qu'on nous enlève un pourcentage dans les impôts. Je ne dis pas tout, parce que nous sommes condamnés à payer les appareils ménagers 3 fois sans frais. Tout le temps, c'est 3 fois sans frais. Je suis condamnée 3 fois sans frais. Et souvent, la prolongation de la garantie, on nous refuse quand on dit que nous habitons au Robert. Bien que bloqués, les automobilistes disent comprendre le mouvement sans forcément en accepter la forme. On a besoin d'aller au travail, on ne peut pas être bloqué comme ça, on a besoin de passer. Donc bon, je comprends la mobilisation, mais je ne rejoins pas tout ce qui est bloqué à la route. Oui, nous comprenons. C'est force bazote et puis ça va expliquer que l'État à côté là qui gère ça parce que ça ils prennent l'argent, ils peuvent faire ça qu'il faut. C'était prévenu, donc on a eu quelques petits accrochages rapides, mais les gens après, par la suite, quand on leur explique, ils comprennent, on leur donne des chemins aussi, parce qu'on est en Martinique, donc on a cette chance d'avoir ce qu'on appelle des chemins chiens, donc ils comprennent et puis voilà, tout va bien, tout se passe bien. Plus loin, un autre barrage érigé. De temps à autre, les manifestants laissent passer quelques véhicules. S'ils reconnaissent l'intervention régulière de la mairie avec ses propres moyens, selon eux, il est temps que des mesures concrètes soient prises, et ce, au plus haut niveau. L'État qui prenne aussi leurs responsabilités, parce que je pense que l'État a une part dans cette affaire de sargasses, et qu'il y a le gîte qui a été créé pour ça, et en ce moment, on n'a pas encore entendu vraiment parler d'eux. En cours de journée, les barrages sont devenus filtrants, permettant la reprise ponctuelle de la circulation. Sur le bord de mer, les machines affectées au ramassage étaient-elles à l'arrêt, malgré, une nouvelle fois, une impressionnante nappe d'algues fraîchement échouée. Les riverains du Robert réclamaient d'ailleurs la présence de la CTM pour agir face aux sargasses. Aujourd'hui, les élus se sont réunis en séance plénière, en visioconférence, pour discuter de l'eau et de l'énergie. L'Assemblée de Martinique a adopté à l'unanimité la création d'une autorité unique pour l'eau et l'assainissement. Cette décision devrait renforcer la gouvernance globale du service public, mais aussi améliorer la performance, la continuité et la qualité du service rendu aux usagers. Un drame sur fond de conflit de voisinage. Un homme de 45 ans a été mortellement touché par balle hier au quartier Morne-des-Esses à Sainte-Marie. Son père a été grièvement blessé également.
Le tireur présumé serait son voisin. Selon les premiers éléments, le différend serait parti de branches d'arbres coupées par la victime, mais les deux parties étaient déjà en conflit selon certaines sources. Sandrine Claude a recueilli le témoignage de la femme du tireur présumé qui a été placée en garde à vue à Trinité. Regardez. Comme c'était pas la première fois qu'ils avaient déjà averti, ils avaient déjà parlé, tout ça, à chaque fois, policier, moi, il a vu le bonhomme en train de couper tout, il a dit, alors vous avez coupé, on avait quartier alors. Puis il est parti, il est entré dans la chambre, je crois que c'était le 17 qui a été fait, il avait été fait le 17 pour ça, et puis je le vois tout retourner avec son nom. Mais j'étais à côté de lui quand il a tiré. Il a été placé en garde à vue, c'est ça? J'avais apporté des petites poubelles en ce moment. Quand on entend ce genre de choses-là, c'est que ça fait mal. Mon désir, c'était quand il était mari très calme. Il y avait beaucoup de culture. Et maintenant, avec le temps, ça change. Et le bras de fer a laissé place à la discussion à Fort-de-France. La grève prévue des agents municipaux n'a finalement pas eu lieu. Une réunion a été engagée avec le maire Didier Laguerre pour examiner les revendications syndicales. Les services ont pu continuer à fonctionner normalement, sans blocage pour les habitants. Les précisions devant la caméra de Dorian Cayuela. Une mobilisation annoncée depuis la fin de l'année dernière, mais finalement mise entre parenthèses. Soucieux de ne pas pénaliser les parents d'élèves, les agents ont fait le choix de la concertation. Une réunion s'est tenue avec le maire de Fort-de-France afin d'exprimer point par point les doléances portées par la STTM FA-FPT. On fait le point avec nos délégués sur les différents réfectoires. Il y a plus de 40 écoles quand même, donc il faut qu'on fasse le point. S'ils veulent bien pour le travail demain matin, puis on continue la négociation, ou s'ils disent non. De votre travail à vous, c'est quoi alors? Ben, j'en sais rien. C'est-à-dire que nous sommes en démocratie, ce sont les agents qui décident. Si demain vous n'obtenez pas ce que vous voulez, la grève va durer? Ah ben oui, ouais, bref. Si jamais on n'a pas de réponse demain matin sur nos revendications posées, soit sur le temps complet, sur la titularisation, un pays va en grève, puisque le préavis est déposé pour ça. Oui, on sera en grève. D'abord indisponible ce matin, le maire de la capitale a finalement rejoint les discussions engagées pour passer en revue l'ensemble des demandes. Rencontré aujourd'hui, on a avancé sur un bon nombre de points de discussion. On a trouvé des accords et on doit continuer à discuter sur encore un certain nombre de points et de sujets qui sont pendants depuis quelque temps déjà. Et donc on va se revoir demain matin, 9h, pour continuer les discussions et trouver des accords. La Caisse des écoles, c'est une organisation particulière avec un conseil d'administration, une présidente. Ils ont rendez-vous demain après-midi sur un certain nombre de sujets liés à la Caisse des écoles. Si le mouvement social a été suspendu, les dossiers, eux, restent ouverts, mais désormais entre les mains de l'exécutif municipal. Et vous venez de le voir dans ce reportage, la capture de Nicolás Maduro marque un tournant majeur pour le Venezuela, un événement aux conséquences politiques encore difficiles à mesurer. Pour nous aider à y voir plus clair, nous recevons ce soir un docteur et maître de conférences à l'Université des Antilles, spécialisé en civilisation latino-américaine. Jean-Luc Joachim, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur et maître de conférences à l'Université des Antilles. C'est ça. Spécialiste dans les peuples hispaniques, latino-américains. Quel regard vous portez sur ce qu'il s'est passé ce week-end au Venezuela? C'est extrêmement surprenant. La dernière fois que j'avais vécu, enfin à distance, un événement de ce type, j'étais en première année d'université, c'était l'arrestation de Noriega, de Manuel Noriega au Panama et son extradition dans des conditions qui étaient encore plus épiques que celles que nous avons connues ce week-end. C'est totalement inhabituel dans notre région. Ça a causé une commotion chez tous ceux qui ont vu ces images et qui ont su réellement ce qui s'était passé sur place. Et c'est vrai que c'est un événement qui marquera longtemps les mémoires. C'est un événement qu'on peut appeler d'inédit dans cette région-là. Pourquoi ? C'est un événement inédit parce que, bien évidemment, les États, ils ont leur propre souveraineté. Et cette souveraineté, on n'a pas l'habitude de la voir violée par un autre État, aussi puissant soit-il. C'est ce qui nous a beaucoup surpris. Au cours des semaines précédentes, il y avait une sorte de joute verbale à distance entre Nicolás Maduro et Donald Trump.
mais nous ne pensions pas, en tout cas je ne pensais pas, que Donald Trump mettrait toutes ces menaces à exécution et que Nicolás Maduro serait capturé et exfiltré vers les États-Unis aussi rapidement, dans des délais aussi courts et de manière aussi spectaculaire, puisqu'on avait l'impression d'être dans un film. Justement, nombreux sont ceux aussi à se poser la question sur la légitimité de cette intervention, notamment au niveau du droit international. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, les États-Unis avaient pris la précaution d'émettre un mandat d'arrêt contre Nicolás Maduro au motif de l'accusation d'exportation de drogue vers les États-Unis. Les neveux de son épouse avaient été arrêtés il y a quelques années et avait commencé dès lors l'instruction d'un dossier contre Nicolás Maduro et contre les principaux dirigeants vénézuéliens. Mais c'est une violation, je tiens à le dire, claire, nette de la souveraineté de l'État vénézuélien. Même si ce n'est pas une intervention militaire et une occupation militaire en tant que telle, c'est une opération militaire qui viole clairement les droits de l'État vénézuélien et du peuple vénézuélien. Justement, la situation politique est extrêmement fragile dorénavant. Donald Trump a déclaré que le pays est actuellement géré par les États-Unis. Est-ce qu'on peut imaginer que d'autres pays, peut-être, sont aussi concernés par ce type d'intervention ? Donald Trump a menacé plusieurs pays de la région. Il a menacé la Colombie, il a menacé Cuba, il a même menacé le Groenland ce matin. Et puis il faut noter également que cette intervention s'inscrit dans un cadre d'une nouvelle politique étrangère américaine que nous avions un peu perdu de vue au cours de la mandature précédente, de celle de Joe Biden. C'est ce que l'on a appelé la doctrine Monroe, cette doctrine qui veut que les États-Unis aient une politique ultra-interventionniste sur tous les territoires situés dans la zone Amérique. Justement, on n'est pas si loin. Est-ce que ça aura aussi une conséquence sur nos régions, peut-être ? Nous avons des ressortissants vénézuéliens chez nous qui attendent avec impatience de savoir de quoi demain sera fait. Nous avons des populations en Martinique qui sont inquiètes. J'ai rencontré de nombreuses personnes, des amis qui me posent la question de savoir quels impacts cela aura sur nous, sur nos enfants. Je ne pense pas que dans l'immédiat, il y ait un impact sur nous de manière directe, puisqu'il faut se dire que la Martinique, c'est aussi la France, et qu'attaquer la Martinique, dans le pire des cas, ce serait également attaquer la France. Je ne pense pas qu'on en arrive là, et je tiens à rassurer nos téléspectateurs. Est-ce que vous pensez également que le pétrole ne serait pas la véritable raison de cette intervention au Venezuela ? Donald Trump ne s'en est pas caché. Il a dit que c'était le pétrole qu'il voulait. D'ailleurs, lorsqu'il a parlé de l'avenir du Venezuela, le mot qui est sorti de sa bouche et de la bouche du secrétaire d'État américain Marcos Rubio, c'est le mot pétrole. C'est le premier terme qui a été employé. Et à aucun moment, on ne sait ce que sera l'avenir du Venezuela, hormis le fait que les États-Unis convoitent très fortement le pétrole du pays. Le Venezuela, je tiens à le préciser, a quand même les premières réserves pétrolières au monde et par les temps qui courent, ça attire les convoitises. Justement, vous m'avez aussi parlé des Vénézuéliens présents sur place, notamment à Caracas. Quelles sont leurs nouvelles ? Les Vénézuéliens sur place sont sonnés parce que la zone qui a été ciblée par l'attaque américaine est située à Caracas, en particulier la zone de la Guaira, qui est une zone très connue à Caracas et très habitée. Les habitants de la Guaira, ce matin, sont sonnés. Et puis, il y a aussi, pour beaucoup de Vénézuéliens, cette sorte d'attentisme. Le temps est comme suspendu au Venezuela. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On sait qu'au moment où nous parlons, Nicolás Maduro n'est plus le président du Venezuela puisqu'il a été remplacé par sa vice-présidente pour une durée de 90 jours, renouvelable renouvelable une fois avant l'élection, avant de nouvelles élections présidentielles. Mais les Vénézuéliens, ils sont dans l'attente. Ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Certains d'entre eux font des provisions en prévision du pire.
et beaucoup d'entre eux tiennent des discours devant les caméras très très mesurés, puisque désormais, toute personne prenant position ouvertement devant les médias ou en privé contre les autorités vénézuéliennes actuelles est susceptible d'être incarcérée. Eh bien, nous suivrons de très près la situation au Venezuela. Merci, en tout cas, Jean-Louis Joachim. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Après les fêtes, beaucoup veulent repartir du bon pied pour 2026. Sport, bonne résolution, alimentation. Chacun cherche sa routine pour se sentir mieux. C'est aussi le moment de faire le point et de prendre de bonnes habitudes pour bien démarrer l'année. Alors comment rester en forme et garder le cap? Dorian Cayuela nous explique tout dans ce reportage. Comme chaque année, janvier est synonyme de bonne résolution. En Martinique, pour 2026, certains vont enfin se consacrer à leur bien-être, tandis que pour d'autres, prendre soin d'eux fait déjà partie de leur quotidien depuis longtemps. Oui, moi pendant les fêtes, je suis allé au sport la veille du 31, la veille du 24. Et le premier, je ne suis pas allé parce que c'est les fêtes, ça fait partie de mon quotidien. Je vais au sport en général le matin et le soir, quand je peux. Pour ce DJ, maintenir une foule en énergie toute la nuit derrière ses platines est un véritable quotidien. Mais pour garder cette forme, ses bonnes résolutions l'ont conduit à la salle de sport et il n'a jamais cessé d'y aller depuis. Je ne suis pas allé le 31, mais j'ai été la veille. Je ne voulais pas forcément me mettre la pression d'absolument le faire, même si c'est quelque chose de bien quand même. Il y en a beaucoup qui le font le 31 pour bien terminer l'année, quoi. Puis maintenant 2 ans, j'avais commencé du coup un 4 janvier pour le coup. Et puis c'était juste après le nouvel an pour pouvoir me motiver, etc. Au final, j'ai pu tenir jusqu'à maintenant, du coup. On a tous des résolutions, donc pour moi, ça en faisait partie. Et je pense que ça a contribué. Je pense que j'aurais commencé en juillet, ça aurait pas été la même chose. Maintenir une bonne hygiène de vie passe aussi par une alimentation équilibrée. Cette nutritionniste partage ses conseils pour rester en forme. Alors j'ai envie de dire, comme tous les ans, il faut peut-être éviter de se fixer de gros objectifs en fait, parce que je vois plein de personnes qui se fixent des gros objectifs, en particulier sur la perte de poids. Je veux perdre 10, 15, 20 ou plus de kilos. Mais en fait, passer par des petits objectifs, on a beaucoup plus de chances effectivement de tenir des petits objectifs sur le long terme que déjà d'emblée de se fixer des gros objectifs qui risquent d'être très très compliqués. Ceci passe aussi par l'alimentation. Ensuite, j'ai envie de dire, si on veut repartir aussi du bon pied, pourquoi pas analyser son assiette, son comportement alimentaire également, et revoir la composition de l'assiette, revoir également sa relation avec l'alimentation. Du côté des pharmacies, chaque début d'année, c'est un mélange de remise en forme et d'état grippaux. Les patients qui sont venus pour la remise en forme, pour enlever les parasites notamment, se nettoyer, faire des purges. Chaque début d'année, c'est les mêmes pathologies qu'on retrouve avec de l'état grippal, donc chaque année. D'accord, mais au niveau de la remise en forme, c'est... La remise en forme, moi, c'est chaque année, c'est pareil. C'est pour les nouvelles résolutions, les gens veulent prendre soin de leur santé, de leur corps. Pour une vie plus saine, l'équilibre entre alimentation, activité physique et petits plaisirs porte nom. Elle s'appelle 2026. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang aux Lorrains à la mairie de 8h à 13h ou à la maison du don de Dillon, immeuble Le Fils, de 10h30 à 17h. Avant de se quitter, je vous rappelle les 2 principales informations de ce journal. À l'échelle locale, le blocage d'un collectif de citoyens au Robert qui a fortement perturbé la circulation. Une mobilisation qui rappelle l'importance d'une gestion efficace de ce phénomène sur le territoire. Et sur le plan national, des embouteillages monstres qui ont paralysé la circulation ce soir dans plusieurs endroits du pays. Plus de 1000 km de bouchons provoqués par les chutes de neige qui touchent l'ouest français jusqu'à l'Île-de-France. Avant de fermer cette édition, toute l'équipe d'ATV adresse des chaleureuses félicitations à Johan Charpentier-Titi et son épouse et souhaite la bienvenue à la petite Kira. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'actualité est à retrouver sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube ATV97. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure. Passez une très belle soirée sur ATV.